14h30 à Paris, bienvenue dans votre dernier rendez-vous Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info comme chaque jour à partir d'une photo qui fait sens. On va revenir sur cette annonce des Israéliens hier. Les Gazaouis bientôt pourront quitter Gaza, sortir de l'enclave palestinienne en guerre par ce point de passage, le point de passage de Rafah. Il faut rappeler que l'information et l'annonce ont été immédiatement démenties par les Égyptiens qui se trouvent de l'autre côté de ce passage. Bonjour Cyril Payen. Bonjour. C'est le cliché que vous avez sélectionné. Racontez-nous ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors, c'est une photo complètement anodine, hein. C'est un point de frontière, c'est d'ailleurs du côté égyptien, c'est une photo de l'agence Reuters qui n'est pas datée mais qui est assez récente puisqu'on est déjà entré dans les périodes un peu fraîches, puisqu'on rentre dans l'hiver aussi à Gaza. Mais au-delà de cette photo complètement anodine, c'est ce point de passage de Rafah qui a concentré de nombreux conflits, qui a été la conséquence de nombreux conflits frontaliers entre l'Égypte et Israël, mais qui est aussi aujourd'hui la source d'un énorme espoir, vous l'avez dit, avec cette annonce qui fait partie du plan de paix poussé par Donald Trump, on s'en souvient, le 10 octobre dernier, plan de paix assorti d'un cessez-le-feu immédiat, ça on y est encore, mais aussi d'un certain nombre de points, donc l'ouverture de ce terminal de frontières qui sous-entend donc dans la théorie, dans les faits, l'ouverture à l'aide humanitaire, l'entrée de camions humanitaires. Je rappelle que Gaza est dans un état de désagrégation et de famine presque absolue, intolérable. Et ce point de ce plan de paix n'a pas été pour l'instant respecté, puisque, on en parlera certainement, ce cessez-le-feu n'en a que le nom aujourd'hui, puisque les deux parties, le Hamas et l'armée israélienne, se renvoient la balle sur des violations quotidiennes. Donc l'armée israélienne annonce effectivement dans quelques jours, on ne sait pas si c'est demain, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est dimanche, que des premiers Gazaouis vont enfin pouvoir sortir. Ce sera la première fois depuis janvier dernier. Il y a des dizaines de milliers de malades qui sont notamment prioritaires. Mais alors, ça c'est la belle version de l'histoire. L'autre version de l'histoire, c'est aussi un saut dans l'inconnu, hein, pour des dizaines de milliers de Gazaouis, l'inconnu qui donne un peu le vertige, parce que on sait aussi que beaucoup de ces Gazaouis, quand ils ont eu cette information hier, eh bien, on se sent piégé. D'abord piégé parce qu'on est un peu les boucs émissaires expiatoires de l'armée israélienne, de la revanche d'Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Les 2,3 millions de Gazaouis ne sont pas tous pro-Hamas. Je pense que maintenant, au terme de cette guerre, on l'aura compris. Donc oui, les victimes expiatoires de ce conflit, piégées par la violence de cette réaction militaire qui date depuis plus de 2 ans, 70 000 morts selon les chiffres sur place, mais beaucoup d'experts maintenant s'accordent à dire qu'on est très 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 loin de ce chiffre. Gaza est détruit à 80%, et piégé aussi par cette solution, puisqu'en fait il n'y a pas de bonne solution pour eux, puisque dans le plan de paix de Donald Trump, vous quittez Gaza sur la base du volontariat, personne ne sera forcé, mais le choix est comment vivre dans une bande de Gaza invivable, et comment partir pour aller où, dans le désert du Sinaï, on va en parler, sans aucun espoir de retour. Donc cette image, c'est une porte de sortie, mais aussi une horrible solution à ces 2 ans de guerre. Et comment vivre dans cette enclave palestinienne aujourd'hui au regard de ce qui s'y passe? On va peut-être voir ces images en direct. On me signale qu'on a des images de Gaza en live. Voilà, ces tentes qui ont fleuri, vous le savez, on vous l'a largement commenté ici sur cette antenne, fleuri au milieu des ruines. Les Gazaouis se sont réorganisés malgré tout, malgré la difficulté et malgré les bombes qui continuent de tomber d'ailleurs, parce que les Palestiniens continuent de mourir en ce moment. 6 morts aujourd'hui, dont 2 enfants, oui. Effectivement, des Gazaouis que les Israéliens et les Américains aussi aimeraient bien voir quitter le territoire. Ce projet de déplacement semble être quand même sérieusement envisagé aujourd'hui. Oui, alors c'est pas nouveau, puisqu'on savait qu'il y avait eu des fuites depuis quelques années, puisque je dirais presque opportunément, il avait été envisagé par l'entourage de Benyamin Netanyahou, pas les plus pacifistes, de reconquérir cette bande de Gaza. Aux conséquences de cela, il y aurait eu un déplacement, ou il y aurait un déplacement forcé ou pas, quel que soit le nom, des 2,3 millions de Gazaouis. Mais en fait, le projet, c'est après cette photo, ce terminal de Rafah, c'est le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï,
très largement commentée dans la Bible. C'est là que Moïse a reçu les 10 commandements. C'est là qu'on aurait vu Dieu, selon la légende de la Bible. Mais là, on n'est plus du tout dans la mythologie, puisque c'est 60 000 kilomètres de désert. Et c'est là que, in fine, dans les stratégies qui ont été mises et fuitées et qui sont au sein même du dernier plan de paix validé par l'administration de Donald Trump, c'est dans ce désert que 2 millions de Gazaouis devraient être évacués de force pour un voyage sans retour, puisque l'idée de créer une Riviera, l'Eldorado de Gaza, c'est évidemment le plan de Donald Trump, un plan de high-tech, de immobilier, mais pas du tout en imaginant que les Gazaouis y seront. Reste à savoir qui y habitera. Donc c'est ce Sinaï, c'est ce saut encore une fois vers l'inconnu. Et il y a du côté égyptien, évidemment, qui en vertu d'un accord de 1979 a fait la paix avec Israël, donc les deux États se parlent. Vous l'avez dit, un démenti immédiat du Caire, disant nous ne pouvons pas laisser rentrer des Gazaouis du côté égyptien sans qu'il y ait véritablement l'application de cet accord, c'est qu'ils puissent entrer et sortir. Mais en fait, ça fait des mois que du côté égyptien, on se prépare aussi, et là on y voit un double jeu évidemment des autorités égyptiennes. Il y a ce qu'on appelle déjà la cité des tentes qui pourrait accueillir, qui a été construite dans le plus grand secret d'ailleurs, mais on a des images satellites, plus qu'à 100 000 réfugiés gazaouis. Donc les affaires se préparent et il se trouve que ce stratagème qui a fait évidemment hausser beaucoup d'épaules et a effrayé les Gazaouis soit finalement le plan définitif de déplacement. Je dis bien pas forcé puisqu'ils ne sont pas forcés de sortir, mais c'est un volontariat encore une fois où il n'y a pas beaucoup d'options. Ils partiront de Gaza. On connaît la position américaine, la position du gouvernement israélien. Vous allez nous parler des autres réactions vis-à-vis de tout cela. Peut-être on va commencer par les Palestiniens, là, ceux qu'on voit en ce moment en direct évoluer au sein de l'enclave palestinienne. Est-ce qu'il y a une volonté de partir ? Eh bien non, puisque parfois quand il ne reste plus qu'une solution, c'est sa terre, on n'a pas envie, surtout qu'il y a déjà le traumatisme de ce qu'on appelle la Nakba, c'est en 1948 quand 700 000 Palestiniens ont dû quitter la Palestine pour que ça devienne pour la création d'État d'Israël, vieille histoire, mais dont on pense que la Nakba 2 est en cours de formation. Donc il y a effectivement ces réactions. Je vous propose d'écouter en tout cas l'analyse d'un Palestinien, c'est le professeur Ajab Shihab qui est à l'université, professeur de sciences politiques à l'université Al-Quds de Jérusalem et qui est un très bon connaisseur et qui a en plus le talent de parler très bien français. Je vous propose de l'écouter. La situation humanitaire est catastrophique et n'a pas changé grand-chose par rapport à l'accord de Trump qui est favorable à Israël et est considéré comme une capitulation partielle pour Hamas, mais Israël continue de la même stratégie de contrôler les points de passage et aucun ne pourra sortir sans l'aval d'Israël. Je pense qu'il y aura une véritable discussion dans ce sens, mais la situation des Palestiniens reste inconnue et Israël continue de violer la plupart des dispositions de cet accord, malgré que cet accord reste en faveur d'Israël, mais la stratégie de déplacer les habitants de Gaza dans la bande de Gaza reste la stratégie de ce gouvernement d'extrême droite et ça inquiète beaucoup non seulement les Égyptiens, aussi les Palestiniens et les pays arabes aussi qui ont signé cet accord. Donc voilà, ce que dit professeur Shihab, c'est que tout reste à faire. On a eu cet accord de cessez-le-feu arraché par l'administration Trump sous énorme pression du Hamas via les monarchies du Golfe et le Caire et également sur le gouvernement Netanyahou. Mais ça a été fait, on le sait, à la va-vite. C'est le style de Donald Trump. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Trouver une force internationale dans un Gaza, dans ce contexte où les bandes armées sont encore là, où le Hamas n'est pas non plus désarmé. C'était aussi un des points de l'accord, où les deux parties se rejettent des violations incessantes de cessez-le-feu, et puis une gouvernance, là aussi, une gouvernance palestinienne, société civile.
on en est extrêmement loin. Alors il se dit dans les milieux diplomatiques que l'administration de Donald Trump pourrait accélérer un peu les choses mi-décembre, encore une fois pour faire du chiffre, pour faire des résultats pour son électorat, pour son image, et il pourrait y avoir des petites avancées mi-décembre à force de plier le bras, de tordre le bras de Benyamin Netanyahou et du Hamas, mais on est encore d'accord sur rien. Et encore une fois, ce sont au milieu de tout cela les boucs émissaires, les victimes expiatoires, comme je l'ai appelé, ce sont ces millions de Palestiniens. Voilà, l'armée israélienne, là on vient de voir des explosions. On nous signale d'ailleurs cet après-midi que l'armée mène des frappes sur le sud du Liban où il y a un cessez-le-feu. Cessez-le-feu également à Gaza, mais qui n'a de trêve que le nom finalement, parce que les Gazaouis vivent toujours sous la menace de mourir, la menace de l'hiver aussi qui arrive. Effectivement, c'est extrêmement. Les Gazaouis sont résilients, ça fait 2 ans que ça dure, ils le savent, et les conditions sont extrêmement difficiles. Avant le début du froid qui est arrivé, c'était des fortes pluies. On vit dans des... Imaginez à Rafah, puisqu'on parle de Rafah, de la ville de Rafah, où il y a 1,5 million de réfugiés dans des conditions épouvantables. Là, c'était avant les pluies. Maintenant, il fait extrêmement froid, pas d'essence pour se chauffer. Donc les conditions sont toujours absolument abominables, effectivement, sur place. Mais il y a cette résilience, cette tentative d'avoir de l'espoir. Et parmi celles-là, je voulais vous présenter une nouvelle initiative qui concerne notre corporation, les journalistes. 240 journalistes tués. Notre voix en France 24 depuis Gaza, Rami Amoudjamous, est lui-même en deuil puisqu'il vient de perdre son beau-frère, un jeune homme de 26 ans, qui a été tué par une frappe israélienne hier. Donc je vous propose le témoignage de monsieur Nasser, Loaen Nasser, qui est le représentant de l'association Supernovae à Gaza et qui lance à partir d'aujourd'hui une formation de 3 mois qui va être servie par des journalistes internationaux d'une vingtaine de très très jeunes diplômés journalistes, hommes et femmes aux technologies, en gros pour replanter une graine là où il y a eu effectivement beaucoup de morts. Je vous propose de l'écouter. C'est un témoignage qui nous a livré ce matin depuis Gaza par les réseaux sociaux. Le programme Gaza Voices est un programme de formation exceptionnel, conçu pour doter les jeunes journalistes de Gaza des compétences nécessaires en matière de journalisme mobile et de lexique adapté aux médias anglophones. Ce programme est mis en œuvre par Supernovae et soutenu par Frontlines for Peace. Il s'agit peut-être du premier programme de formation avec un véritable ancrage local. Il vise à aider les jeunes journalistes à approfondir leurs connaissances et leurs compétences en matière de journalisme mobile. Cela permettra aux jeunes journalistes de se mettre à niveau avec le journalisme international et les journalistes internationaux. Il s'agit de mettre en lumière les questions politiques et économiques à Gaza et la situation dévastatrice qui y règne. Voilà l'objectif de Gaza Voices, mettre en relation les jeunes journalistes avec le journalisme international. Voilà, on voit cette résilience, cette tentative de reconquérir, si j'ose dire, la vie sur fond de déplacements forcés de toute la population annoncée, de cessez-le-feu qui n'en ont que le nom, vous le disiez parfaitement, avec des bombardements qui ne cessent pas. La vie doit continuer, effectivement, et c'est parmi ce genre de projet qu'on tente de faire rentrer, en tout cas certains de bonne volonté essayent de faire rentrer un peu d'espoir à Gaza. Évidemment, merci beaucoup Cyril Payen d'avoir porté ces voix dans cette case qui est derrière l'image. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous suivre et de nous être fidèles chaque jour. Restez à nos côtés, l'info va se poursuivre dans ce Paris Direct avec tout de suite votre grand format du jour, c'est le Focus, regardez.